Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, super. Bon, merci d'assister à cette présentation et j'espère que vous profitez bien du salon. Là, c'est bien? C'est mieux? Ouais, ok, super. Alors, je vais aujourd'hui modestement tenter de vous dresser un panorama des investisseurs et qui concerne les investisseurs et la résilience nationale, et notamment un état de la cybercriminalité en France pour l'année en cours. Donc, on aura un résumé du paysage des menaces 2025. Il faut bien faire un retour en arrière pour savoir ce qui s'est passé l'année dernière. Parler en fait de la chaîne de commerce clandestin et du business autour de la cybercriminalité. Et on abordera le cas Jaguar Land Rover, le groupe JLR, qui a subi une attaque en août 2025, qui a mis à plat l'entreprise et les systèmes de production au niveau mondial. Et enfin, parler des quelques éléments de réponse qu'on va tenter de vous apporter via la société Hexagarde. Voilà. Donc, pour dresser un paysage des menaces 2025, j'ai essayé de faire un focus sur le monde et puis de faire ressortir les chiffres qui concernent la France. Et ouais, on voit bien, par région, le pays qui est le plus attaqué aujourd'hui au monde, ce sont les États-Unis, qui représentent la majorité des victimes de ransomware. C'est environ 53% des attaques dans le monde. Tandis que la France figure parmi les 5 pays les plus ciblés. Ça va être le pays le plus ciblé au niveau européen. Donc, comparé à 2024, on a observé en France une augmentation de 48% des attaques par rapport à l'année précédente. On a ensuite essayé de faire un tri par activité. Et par activité, on se rend compte que les secteurs de la fabrication et des produits industriels, ainsi que les services professionnels, sont les plus touchés l'année dernière. Et ça correspond à peu près à la même volumétrie d'attaque que l'année précédente. C'est vraiment un des secteurs qui est le plus ciblé aujourd'hui. Au niveau des acteurs sur le marché, on a différents groupes qui attaquent aujourd'hui, dont un qui s'appelle Qilin. Si vous êtes dans le domaine de la cybersécurité ou RSSI, je pense que Qilin doit vous parler. Donc Qilin arrive en tête avec plus de 1000 victimes revendiquées. Il y a une augmentation de plus 525% d'une année à l'autre. C'est énorme. Donc ensuite, on va avoir d'autres groupes comme Akira, Qilin bien évidemment est en tête, Clop, Play et d'autres groupes qui vont arriver derrière. Mais Qilin est vraiment le premier groupe aujourd'hui qui provoque le plus de dégâts en ce qui concerne les attaques, les cyberattaques. En victime d'infostealers, on a essayé de faire un zoom sur la partie Europe de l'Ouest et du Nord. Les 5 pays les plus touchés apparaissent. Le pays qui est le plus touché en Europe reste la France, avec 24% des attaques qui ont été commises sur toute l'Europe qui ne concernent que la France. Donc ça représente pas loin de 97 000 victimes de ransomware qui ont été infectées. Vient ensuite l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Royaume-Uni et Italie qui sont ex aequo à la 4e place. Donc en termes de chiffres, pour vous donner une idée, ça représente pas loin de 410 000 machines qui ont été infectées, ce qui est énorme, sachant que chaque machine après va regorger d'informations, de connexions, voilà. Et ça représente un peu plus de 37 millions d'identifiants qui ont été compromis. C'est vous dire le travail qui nous attend. Donc en 2025, la plateforme que l'on utilise, qui s'appelle Kela, a suivi un peu plus de 3,8 millions de machines qui ont été infectées. Ça correspond à environ 204 millions d'identifiants qui ont été volés. Et ça représente environ 3,9 milliards d'identifiants qui ont été partagés sur l'ensemble du Darknet. C'est pour vous donner une idée
de ce que ça représente comparé à l'Europe. 3,9 milliards d'identifiants qui se baladent dans le monde, voilà, et qui ont été identifiés dans le Darknet, tout pays confondu. Ça représente environ 7 547 victimes de ransomware. Ça fait une augmentation de 42% par rapport à l'année précédente. Les attaquants, on a remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, les attaquants commencent à discuter des nouvelles failles, ce qu'on appelle des CVE, en l'espace de 1 à 2 jours. Donc il y a une attaque, 1 ou 2 jours après, on peut être sûr que cette attaque va faire l'objet d'une parution dans un site pour finalement expliquer que les données qui ont été compromises sont en vente et puis ils vont les mettre en vente au tarif qui leur semble convenable en fonction de la taille de la structure qu'ils ont ciblée. Panorama de la menace en France. On a, alors je vais essayer de ne pas trop entrer dans le détail parce que ça fait beaucoup de chiffres, mais Qlin est vraiment l'opérateur qui est en pole position. Il faut savoir qu'en moyenne, une menace qui a été victime de Qlin représente l'équivalent de 56 victimes. Une menace. C'est vous dire, après, l'effet boule de neige que ça peut provoquer quand on est sur un volume de menaces plus importante. Donc le principal agresseur en France, c'est Qlin, d'accord. Les tactiques ont évolué fin 2025 pour cibler massivement les environnements Linux, ESXi. Ils paralysent en fait les chaînes d'approvisionnement. Exemple, l'incident de la région Hauts-de-France récemment. Voilà. Vous avez ensuite d'autres groupes. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail pour ne pas trop vous inonder de chiffres. Mais tous ces chiffres, bien évidemment, proviennent de la plateforme que l'on propose de mettre à disposition de nos clients et qui leur permet d'avoir une vision mondiale et ensuite de permettre de faire un focus plus précis sur la France ou sur une activité en France. Donc on va parler du passage de l'exploitation à l'usurpation des identités. La tendance, on a 70% des intrusions en France en 2025 qui ont exploité des identifiants valides plutôt que des failles logicielles. Je m'explique. La majorité des attaques, en fait, sont issues d'identifiants valides qui ont été volés. Voilà. Les attaquants donc contournent complètement toute la phase de casse initiale en achetant des accès auprès d'Initial Access Broker, donc ce qu'on appelle l'IAB, qui mettent à disposition en fait un volume de URL login mot de passe que les hackers utilisent après pour rentrer dans un système et hacker l'ensemble du système. Donc en périmètre total, on a donc je passe volontairement sur les différentes vecteurs d'entrée critiques. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à venir me voir. L'impact sectoriel spécifique, on a un périmètre total avec plus de 256 victimes qui ont été identifiées en télémétrie, ça veut dire finance, secteur santé, secteur public. L'industrie manufacturière est le secteur qui a été le plus touché. Et la compromission des points de convergence OT IT via l'exploitation de VPN a entraîné des arrêts moyens de 14 jours. C'est ce qui a pu être observé de façon générale. On va essayer d'aborder très rapidement la chaîne de commandes et de commerce clandestine. Je le fais volontairement pour ne pas trop vous saouler de chiffres. Mais on a une plateforme de façon générale qui nous a permis de neutraliser à la source jusqu'à 96% des cyberattaques, ce qui est relativement important. Comment? Par l'anticipation, uniquement l'anticipation. Donc comment on s'y est pris? Le commerce clandestin de la cybercriminalité, en fait, il est très probable que la majorité des personnes qui sont présentes ici soient infectées, mais une compromission en fait plus grave peut être évitée. Donc généralement, la phase est la suivante. On a une infection initiale où on va exploiter une vulnérabilité. On va collecter les identifiants, d'accord. Ensuite, il va y avoir une phase de vente de données sur les marchés clandestins. Et il y aura ensuite un preneur. Et ce preneur-là sera la deuxième structure qui attaquera et qui, elle, récupérera l'ensemble des données. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Oui? Vous pouvez lever la main comme... Non, je suis désolé.
On y va. Donc le commerce clandestin de la CIB bien accrédité, si on le classe en périmètre interne ou externe, la phase infection initiale et collecte d'informations, elle est bien interne à l'entreprise. La partie externe, c'est la vente de données, où là, on va publier sur Internet une mise à prix des données qui ont été compromises. Et ensuite, il va y avoir un deuxième périmètre interne, où là, la personne qui aura acheté des données qui ont été compromises va de nouveau attaquer l'entreprise pour prendre les données, crypter ou tout effacer, et ensuite lui proposer un ransomware, donc moyennant finance, de récupérer l'ensemble de ces données, bien évidemment sans garantie. Donc en général, que cherchent les hackers lorsqu'ils rentrent dans une entreprise? On a ici en fait une liste d'éléments qu'ils vont rechercher. Ce sont les identifiants et les mots de passe qui ont été mémorisés, les cookies qui stockent énormément d'informations, les éventuelles informations financières qui ont été stockées. Beaucoup d'utilisateurs le font en toute naïveté, mais il ne faut rien stocker sur son PC. Les données personnelles et les informations du système. Toutes ces données, en fait, permettent de pouvoir monétiser l'ensemble de ces informations sur les marchés clandestins. Donc les canaux de monétisation, en gros les différents moyens de vendre, ça va être les ventes privées sur des sites, des forums clandestins, des marchés automatisés où il y a une sorte d'enchère et puis celui qui remporte l'enchère va remporter les services sans qu'il y ait le moindre contact humain, tout est automatisé. Les services par abonnement et les fichiers ULP, ce qu'on appelle ULP, c'est URL, login, mot de passe, d'accord, sur les différents supports. C'est ce que recherchent principalement les hackers lorsqu'ils sont à la recherche de données. Donc j'ai essayé de faire une impression d'écran pour voir à quoi ça ressemble. Mais voilà le type d'informations qu'ils vont rechercher lorsqu'ils vont réussir à compromettre un poste. Est-ce que jusqu'à présent, ça a été? Oui. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer pareil, de parcourir assez rapidement l'histoire du groupe JLR, donc Jaguar Land Rover, qui a fait l'objet d'une attaque en août 2025, qui a mis à l'arrêt toute la production automobile mondiale. Donc on va essayer de dresser un constat sur les failles du groupe Jaguar Land Rover. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a un siège numérique massif qui a été lancé le 21 août 2025, qui a contraint Jaguar Land Rover à fermer de manière proactive ses systèmes informatiques mondiaux et à arrêter toute fabrication de véhicules. Je vous laisse imaginer le coût que ça a dû représenter. Donc ça a été revendiqué par un groupe qui s'appelle Scattered Lapsus Hunter, une alliance sophistiquée entre différents groupes. D'accord, sans rentrer dans le détail. Le groupe a utilisé en fait ce qu'on appelle des passe-partout, des master keys, d'identifiants d'employés valides qui ont été volés en 2021. Voilà. Donc pour contourner les couches de sécurité modernes et se déplacer latéralement dans le réseau. Donc on n'est pas face à une attaque frontale où on a attaqué les systèmes de protection du groupe Jaguar Land Rover. On est passé par des identifiants valides, encore une fois, d'accord, qui ont été volés 4 ans avant. Donc les pirates ont exploité ensuite des vulnérabilités dans SAP et dans des outils de gestion de projet Jira pour passer en fait des systèmes informatiques administratifs aux technologies opérationnelles. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à stopper le système de production mondial. Donc là, je vous ai mis en fait quelques exemples d'articles qui sont parus dans la presse. En fait, toutes ces informations sont disponibles. D'accord ? C'est simplement l'analyse de cette situation que j'essaie de partager avec vous pour comprendre la vision qu'on peut avoir face à ce type d'attaque. Donc on peut se poser une question légitime, c'est est-ce que cette attaque aurait pu être évitée? Donc pour le savoir, en fait, il faut remonter. Donc on vous l'a dit, je vous l'ai dit en préambule, ce n'était pas la première faille et la première attaque du groupe JLR en 2025. En fait, une attaque est apparue en mars 2025 sur un forum de cybercriminalité qui s'appelle Bridge Forum, et elle a été initialement publiée par Ray le 10 mars 2025. Et les données revendiquées représentaient environ 700 documents. En gros, ils ont appâté les clients.
Donc, je vous ai mis également un exemple de à quoi ressemblent les informations dans le Darknet. C'est un extrait d'une impression d'écran qu'on a pu faire. Donc, publication en mars 2025. Ça, c'est la première chose. Quelques jours plus tard, donc 4 jours après la première divulgation de Ray, un deuxième acteur malveillant, APTS, a publié un message sur le même forum en revendiquant un accès à des données Jaguar Land Rover, donc JLR. APTS a mis en ligne un jeu de données présenté comme volumineux. Il y en avait pour un peu plus de 9 gigas de données. Donc, avec une archive de 350 gigas de pièces jointes disponibles pour tous les utilisateurs premium. Donc, ceux qui ont effectivement un abonnement, si on revient aux différentes possibilités. Donc, à la suite de cette publication, Ray a confirmé publiquement que le vecteur d'accès initial était un compte, voilà, Jira. Donc, ils ont confirmé effectivement la faille et il a précisé que les identifiants Jira compromis appartenaient à un employé dont le poste de travail avait été infecté par un infostealer. Et là, on revient à la source. Comment ils ont fait pour entrer? Donc, cette confirmation allait dans le sens des affirmations d'APTS et a conforté une analyse selon laquelle la faille résultait d'un vol d'identifiants plutôt qu'une opération directe en frontale face à l'infrastructure JLR et aux protections qu'ils ont mis en place. Donc, les identifiants ont été volés depuis 2021. Et là, c'est confirmé, d'accord, par le groupe Ray. Si on reprend la chronologie, 2021, on a un infostealer qui affecte un employé. 10 mars, le groupe Ray qui divulgue des informations, enfin des données du groupe. Le 14 mars, APTS qui divulgue de façon massive des informations. Et en août 2025, on a une faille critique. Là, il y a eu une vraie attaque qui a mis le groupe à plat. Donc ça démontre clairement pourquoi la surveillance continue des comptes compromis issus d'infections par infostealer est essentielle pour une défense rapide et efficace. Voilà. Donc en permanence. Est-ce qu'elle aurait pu être évitée l'attaque? Elle aurait pu. Ce qui aurait pu aider, c'est une surveillance continue des comptes compromis issus d'infections par infostealer. Pas besoin d'une technique de hack précise ou costaud pour entrer. Les attaquants se connectent simplement avec des identifiants qui sont valides. Rien de plus. On s'attend toujours à avoir une cyberguerre qui est relativement technique et pointue, mais on est limite presque déçu tellement la porte d'entrée est simple à ouvrir. Et ce qui est important également, c'est de révoquer les accès, renforcer ou imposer la MFA dans les structures qui risquent d'être, enfin, dans normalement toutes les structures, parce que toutes sont susceptibles d'être attaquées ou ont déjà été attaquées, comme ça a été le cas pour JLR, sauf que l'attaque a eu lieu quasiment 4 ans après. Et réinitialiser les mots de passe, réévaluer les privilèges des tiers en permanence. Il y a un travail qui est nécessaire si effectivement, et qui va assainir le fonctionnement des entreprises, et s'il n'est pas mis en place, qu'est-ce que je voulais vous dire, les JLR, il va y en avoir malheureusement un gros paquet. Voilà. Donc, qui d'autre dans cette histoire a été infecté, à part les infostealers? On va retrouver ici Ray. Donc, si on essaie de s'intéresser à l'identité de Ray, on va aller sur une interface qui s'appelle Hellcat. Donc, il est apparu 2024 sous le nom Ikichan, puis renommé Ray. Donc, l'activité initiale, ce qui a attiré l'attention sur Bridge Forum, avec des allégations de violations très médiatisées, et en termes de questions de crédibilité, beaucoup de ces brèches ont été révélées comme des fuites qui avaient été recyclées. Donc, ils ont commencé à passer un peu pour des has-been, entre guillemets. Donc, ce qui nous a permis, en fait, pardon, je vais revenir en précédent, voilà. Ce qui nous a rassuré, si vous voulez, au niveau de la plateforme, c'est que dans l'analyse qu'on a eue au niveau de la plateforme que l'on propose, c'est qu'on a réussi à relier Ray à l'identité d'un jeune Jordanien qui s'appelle Saïf Kader. Voilà. Donc les preuves à la clé, c'est que on a été recherché dans l'historique des différentes publications dans lesquelles on a archivé, pour lesquelles on a archivé quasiment 15 années. Donc je vous rappelle que ce sont des données qui sont disponibles dans le Darknet,
qu'on a récupérées et qu'on a stockées dans notre data lake. Donc le data lake est hébergé aux États-Unis, d'accord? Et c'est un data lake qui nous permet d'avoir un recul sur quasiment 15 années d'activité. Et donc c'est à travers l'exploitation de l'IA et des données croisées qu'on a réussi à retrouver finalement l'identité de cette personne. Donc 2 infections d'invostillers sur les propres appareils de Ray ont révélé plusieurs adresses mail et des personnes en ligne. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le retrouver. Donc le point pivot et le lien entre Iki-chan et un journal d'infostiller, d'accord? Donc les différentes étapes, donc l'identifiant du journal, l'ancien surnom, d'accord? Ce qui nous a permis, et je vous montre très rapidement ces informations, d'arriver directement sur la personne en fait qui a été à l'origine de l'attaque du groupe GLR. C'est effectivement Ray, correspond à l'identité de Saïf Kader, qui est un Jordanien de 16 ans. C'est un gamin de 16 ans qui a fait tomber une structure comme GLR. Vous imaginez? Voilà. Donc après, on a fait des impressions d'écran pour vous montrer, si vous voulez, preuve à l'appui, comment on a réussi à remonter au fil de l'eau ces informations. Et on va dire, pour boucler la boucle, Kela, en fait, qui est notre partenaire principal, a publié des conclusions concernant Ray en mars 2025. Et plus tard, en 2025, Ray réapparaît comme admin du groupe Scatred Lapsus Hunter. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a réussi à relier l'ensemble de ces différents profils pour arriver à l'identité, au final, de Ray et de celui qui est à l'origine de l'attaque du groupe Jaguar Land Rover. Donc ces éléments, en fait, vous permettent de comprendre qu'à un moment donné, le monde de la cyber est un monde qui peut paraître très complexe. Certains et de nombreux outils existent aujourd'hui. Certains outils vont être installés en interne dans les entreprises, dans les réseaux LAN ou WAN des clients. Ce sont des solutions, on va dire, qui sont intrusives dans le sens où elles s'intègrent dans le LAN. Et il faut leur laisser une place, il faut paramétrer pour faire en sorte de les accueillir au sein des réseaux. D'autres solutions, comme celles que l'on propose, sont positionnées en dehors des LAN et nous permettent d'avoir, comment vous dire simplement, comme si on avait une vue d'hélicoptère de l'ensemble de la structure. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas le nez dedans, on est en dehors et ça nous permet de prendre de la hauteur et d'essayer de comprendre et d'avoir une vision sur des choses un peu plus globales. Donc après, on continue avec des exemples d'écran qui nous ont permis, à travers les phrases qui étaient, les posts qui ont été publiés, de retrouver l'identité de cette personne. Voilà. Est-ce que ça a été clair jusqu'à présent? Est-ce que pas de questions à ce niveau? Bon, ben merci beaucoup. Je continue. Donc aujourd'hui, si on reprend le schéma initial, vous rappelez qu'il y a un périmètre interne, l'externe et la partie interne. Sur la partie interne, les vols de données, ça malheureusement, il y en aura toujours. Donc considérez qu'aujourd'hui que vos données ont déjà été compromises, d'accord? Maintenant la question c'est de savoir ce qu'elles deviennent. C'est là où la partie externe prend tout son sens. Si vous n'avez pas une plateforme qui vous permet de faire de la surveillance dans le darknet, de vos identifiants, ça peut être une boîte mail, ça peut être un nom de domaine, ça peut être une adresse IP, ça peut être tout simplement votre nom, le nom de votre entreprise. Si vous n'avez pas une solution qui permet de la surveiller en permanence dans le darknet, un jour ou l'autre, une attaque arrivera. Donc partez simplement du principe que s'ils sont entrés au ministère de l'Intérieur, avec les moyens qu'ils ont mis, et je ne doute pas un instant qu'ils ont les meilleurs moyens, d'accord, ils arriveront forcément à rentrer chez vous. Donc partez du principe et considérez comme acquis que les données ont été volées. Après, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et c'est là où on peut intervenir, où on peut être acteur de la situation. Si on a une plateforme qui nous permet de remonter des alertes pour nous dire attention, on a parlé de vous dans tel blog, dans tel site, sur telle messagerie illicite, on est en train d'expliquer qu'on a réussi à pénétrer votre réseau et on a des données, dans ce cas-là, on sera dans une phase non pas attentiste, mais active, où on va essayer de trouver une solution, de remédier, de changer les mots de passe, de faire ce qu'on est capable de faire chacun à son niveau, puisque normalement, il y a des teams qui sont là pour ça, des teams techniques ou cyber, en fonction des tailles d'entreprise, ou un prestataire tout simplement qui est censé faire le travail pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que la seule phase sur laquelle on pourra intervenir, c'est la phase externe. Et si on maîtrise la phase externe à travers une plateforme,
comme je vous l'ai indiqué en préambule, on a réussi à stopper plus de 96% des attaques uniquement grâce à la phase externe. Pourquoi? Parce que on a observé qu'il y avait généralement deux phases dans une attaque. La première, on annonce qu'on a réussi, on ne dit rien, on rentre dans la structure. Première phase, on annonce qu'on a réussi à rentrer. D'accord? On va laisser passer un laps de temps, le temps que les personnes communiquent entre elles. Il va y avoir une deuxième phase, donc cette phase-là, durant laquelle les personnes communiquent entre elles, bien évidemment, c'est la phase de négociation et de vente des données. Et la deuxième phase arrive une fois que la personne a acheté des données et qu'elle utilise les identifiants qui ont été compromis bien longtemps en avance, d'accord, pour lancer une attaque et mettre à mal un groupe. Voilà. Donc cette phase-là, c'est la seule sur laquelle on peut intervenir. Celle-ci, le périmètre interne, à moins qu'il y ait une politique très stricte de changement régulier de mots de passe et d'imposer des mots de passe d'une certaine longueur, et puis d'interdire en fait l'accès à un port quel qu'il soit en dehors du port réseau, donc de contraindre en fait énormément la vie des utilisateurs, il n'y a pas 50 000 solutions. Voilà. Et malgré ça, on n'est pas à l'abri d'un email sur lequel on a cliqué ou sur un lien sur lequel on a cliqué. Donc voilà, ça reste un usage humain. Donc les protections d'identité, en fait, on est dans une détection proactive et une prévention des menaces qui est liée à l'identité. Donc je ne pense pas que je vais rentrer dans le détail, il nous reste très peu de temps. Simplement vous indiquer que nous proposons pour les entreprises des suites complètes modulaires. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre une suite intégrale. Vous pouvez très bien dire, moi je souhaite m'assurer que l'identité de mon entreprise n'a pas été compromise, ou je veux m'assurer que, voilà. Donc en fonction des différentes demandes que vous pourriez nous présenter, on est situé stand F04, donc même aller ici, au fond, sur la gauche. On a du café, des bonbons qui vous attendent. Voilà. OK? Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, je pense qu'on a le temps d'en profiter. Non, j'ai personne qui attend pour présenter. Est-ce que vous auriez des questions? Non? Ça vous a plu? On lève la main. Merci. Merci à tous.